2020, votre quart d'heure américain. Un ancien vice-président recherche une vice-présidente pour un ticket gagnant. C'est l'un des enjeux politiques du moment aux États-Unis. Qui sera la colistière de Joe Biden, le candidat démocrate à l'élection présidentielle ? Ce poste clé de numéro 2, j'ai pu en parler avec celle qui était à 2 doigts de devenir la colistière de Barack Obama en 2008. Un rendez-vous dans les coulisses du pouvoir. Vous écoutez bien 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Bienvenue, je suis Antoine Boyer. Cette semaine, je vous explique le processus de sélection du VIP ou du VP pour vice-président. Et cette fonction ne se résume pas seulement à remplacer au pied levé le président quand il ne peut plus exercer le pouvoir. Pour cette année 2020, la liste est longue du côté démocrate. Senators Elizabeth Warren, Kamala Harris, and Tammy Duckworth, a paraplegic Iraq War veteran. Governors Michelle Lujan Grisham of New Mexico and Gretchen Whitmer of Michigan. Congresswoman Val Demings of Florida. Atlanta Mayor Keisha Lance Bottoms and former Obama National Security Advisor Susan Rice. Bon, les journalistes américains parlent un peu vite, mais pour résumer, dans les noms qui circulent le plus, on retrouve la sénatrice de Californie Kamala Harris et celle du Massachusetts Elizabeth Warren. Elles étaient toutes les deux candidates malheureuses à l'investiture démocrate remportée par Joe Biden. Il y a aussi des profils moins connus comme la maire d'Atlanta Keisha Lance Bottoms ou Stacey Abrams, l'étoile montante du Parti démocrate qui vient aussi de l'État de Géorgie, Tammy Duckworth, ex-militaire qui a perdu ses 2 jambes en Irak, ou bien encore Susan Rice, ancienne membre de l'administration Obama. Car oui, Joe Biden s'est engagé à choisir une femme pour vice-présidente. C'était en mars dernier sur CNN. There are a number of women who are qualified to be president tomorrow. I would pick a woman to be my vice president. Just to be clear, you just committed here tonight that your running mate, if you get the nomination, will be a woman? Yes. Amy Klobuchar, l'une des prétendantes, a finalement préféré ne pas se battre pour la 2e place. La sénatrice du Minnesota a estimé qu'il était temps de choisir une femme de couleur après des semaines de manifestations contre le racisme dans tous les États-Unis. Mais Joe Biden n'a encore rien communiqué sur ce point. Le nom de l'heureux élu devrait être connu avant la convention démocrate qui désignera officiellement Joe Biden comme le candidat du parti mi-août. Je m'appelle Kathleen Sebelius, j'ai été gouverneure du Kansas et ministre de la Santé sous le président Barack Obama. À la fin du printemps 2008, Barack Obama téléphone à Kathleen Sebelius. Les 2 élus se connaissent bien. La gouverneure du Kansas a apporté très tôt son soutien aux sénateurs de l'Illinois lors des primaires démocrates. Barack Obama cherche alors un colistier ou une colistière et Kathleen Sebelius fait partie des favoris. Alors cette année, c'est moi qui lui ai téléphoné pour qu'elle me raconte ce moment clé de sa vie politique. Ce qui s'est passé me paraît toujours un peu irréel. C'est un tel honneur que quelqu'un, et surtout quelqu'un que vous admirez tant, vous dise « Tu sais, tu fais partie des différentes personnes à qui je songe pour devenir vice-président. » Quand je le dis à voix haute, c'est presque incroyable. J'étais si enthousiaste à l'idée que Barack Obama puisse devenir président que j'étais prête à faire n'importe quoi pour l'aider. Et donc, il m'a contactée à la fin du printemps 2008, quand il était dans la course à la présidentielle, et m'a demandé si j'acceptais d'entrer dans le processus de sélection pour être vice-présidente, ce qui veut dire subir des contrôles et des vérifications minutieuses. Et j'ai dit oui. Undergo a thorough screening and examination, and I said I would do that. Aux États-Unis, figurer sur la shortlist pour devenir vice-président, c'est accepter de voir toute sa vie étudiée, scrutée, décryptée par une équipe du candidat. Kathleen Sebelius se souvient du premier jour de ce processus de vérification. Il a commencé au moment où Barack Obama l'a appelé.
Je me suis échappée d'une réunion car mon téléphone sonnait. Je connaissais ce numéro et au bout du fil, c'était en effet Barack Obama. On a eu cette conversation. Il m'a demandé de n'en parler à personne, à part à mon mari et à mes enfants, de garder ça pour moi. J'ai demandé ce qui allait se passer si j'acceptais. Si c'est ce que tu veux que je fasse, je le ferai, mais que va-t-il se passer maintenant? Il m'a dit, il y a quelqu'un en bas. Nous étions dans une salle d'hôtel. Il y a quelqu'un en bas et il m'a donné son nom. Cette personne t'attend pour te parler et commencer le processus. Et j'ai pensé, oh mon Dieu! Donc, ça m'a pris un peu par surprise. Tous les aspects de la vie publique et privée de Kathleen Sebelius ont été épluchés un à un. Mon mari et moi avons partagé beaucoup de documents sur nos finances qui ont été minutieusement examinés. Mon mari était un juge fédéral et avant ça un avocat, donc ils ont analysé toutes ces affaires, toutes ces décisions. J'avais été parlementaire, donc mes votes ont été scrutés, comme mes documents de financement de campagne. Nos enfants ont été interrogés et leurs blogs internet étudiés. Beaucoup d'amis ont été interrogés, ainsi que d'anciens employeurs. Tout cela dépend vraiment de chaque candidat. Il n'y a pas de règles ou de loi sur ce processus aux États-Unis. Mais le candidat Obama a fait un examen complet de notre passé et de nos documents. En fait, il s'intéresse à tout ce qui pourrait poser des problèmes pendant la campagne et si jamais vous étiez amené à devenir vice-président. Over the course of a campaign, and certainly if you were to serve in the role of vice president. President Obama felt very strongly that Obama avait besoin de tout savoir, mais voir votre vie et la vie de votre famille disséquée ainsi, c'est plutôt intrusif. Investigated is a pretty intrusive situation. It lasted for about 8 weeks and then I got Ça a duré environ 8 semaines et j'ai reçu un second coup de fil du candidat Obama me disant qu'il voulait que je sache que s'il espérait me voir impliqué dans l'administration en cas de victoire, il avait choisi un autre vice-président. Et franchement, ça ne m'a pas embêté. C'est donc Joe Biden, Uncle Joe comme il est surnommé, qui emporte la mise et devient le colistier de Barack Obama à la présidentielle de 2008. Aujourd'hui, candidat démocrate à l'élection 2020, il fait passer le même examen de sélection à différentes candidates. Avez-vous une préférence pour la vice-présidente de Joe Biden? Non, je crois qu'on a ici une situation idéale, car Joe Biden a été vice-président et il connaît très très bien la fonction et sait à quel point c'est important pour lui d'avoir un partenaire en qui il peut avoir toute confiance et avec qui il peut travailler. C'était bien la relation qu'avaient Biden et Obama. On pouvait le ressentir, le voir quand ils travaillaient ensemble. Ils formaient une alliance très forte. Et je pense que c'est ce que Joe Biden recherche aujourd'hui. Et vous savez, il a le choix entre beaucoup de personnes talentueuses. Je serai enthousiaste quoi qu'il arrive. Joe Biden will be looking for, and he has a lot of talent to pick from, and I will be enthusiastic about whoever he chooses. Si le choix du numéro 2 sur le ticket présidentiel est si important, c'est qu'un mauvais tirage est potentiellement dévastateur pour la crédibilité du candidat. Christopher Devine est le co-auteur d'un livre qui interroge l'influence des candidats vice-présidents sur les élections présidentielles, Do Running Mates Matter? The Influence of Vice Presidential Candidates in Presidential Elections. Je pense à 2008, quand McCain, un politicien de carrière également très expérimenté, a choisi Sarah Palin, avec beaucoup moins d'expérience et qui n'était clairement pas prête pour la fonction présidentielle. I want to assure you that John McCain and I, we're going to fight for America. We're going to fight for the middle class.
average, everyday American family like mine. Les électeurs ont eu tendance à ne pas l'apercevoir comme vraiment prête à devenir vice-présidente ou même présidente des États-Unis. Et nous montrons avec des statistiques que cela a conduit les électeurs à voir moins favorablement la capacité de décision de John McCain. Il y avait aussi plus de chances qu'ils le trouvent trop vieux pour être président. Et donc, s'ils pensaient tout cela de Sarah Palin, il y avait moins de chances qu'ils votent pour lui. En d'autres termes, les sentiments à l'égard de Sarah Palin ont modifié la perception qu'avaient les gens de John McCain. Pour ce professeur de sciences politiques à l'université de Dayton dans l'Ohio, il vaut mieux aussi éviter de choisir une candidate qui vous volerait la vedette. You don't want someone who's going to overshadow you. That's why, for instance, I've heard people say, well, hey, wouldn't it be great if Joe Biden picked Michelle Obama? Vous ne voulez pas quelqu'un qui va vous faire de l'ombre. Donc quand j'entends certains dire « Oh, ça serait génial si Joe Biden choisissait Michelle Obama ou Oprah Winfrey ou d'autres personnalités célèbres », Joe Biden ne serait plus au centre de cette campagne. Pensez à la couverture médiatique. Elle serait bien plus centrée sur Michelle Obama ou Oprah Winfrey ou qui que ce soit, Hillary Clinton, etc. Donc vous voulez quelqu'un de sympathique, de clairement compétent, mais dans ce partenariat, il faut que cette personne soit simplement le bras droit. L'expérience est donc la qualité première d'un candidat ou d'une candidate pour la vice-présidence. Je pense que Biden devrait choisir quelqu'un qui, d'un coup d'œil, sera perçu par les électeurs comme étant qualifié pour occuper les plus hautes fonctions du pays. Donc je pense que, de l'expérience au niveau fédéral, c'est un bon point, comme avoir été sénateur par exemple ou responsable d'un ministère, mais pas seulement. Il faut aussi que cette personne ait montré une bonne capacité de discernement dans ses fonctions, qu'elle soit compétente, et ce serait encore mieux si elle avait été candidate à la présidence. Ce serait un moyen d'impressionner les électeurs en se présentant comme un président potentiel qui a déjà passé un casting pour ce rôle. Et dans ce cas-là, je pense à Elizabeth Warren ou Kamala Harris. Kamala Harris, c'est l'un des noms qui revient le plus souvent et selon les experts, elle a 2 critères qui penchent en sa faveur. C'est une femme et elle est noire. The future of our country depends on you and millions of others lifting our voices to fight for our American values. That's why I'm running for President of the United States. Cette sénatrice, ancienne procureure de Californie, a aussi été candidate à l'investiture démocrate. Elle s'était distinguée d'ailleurs lors du premier débat après avoir remis plusieurs fois à sa place Joe Biden. Elle a récemment assuré que ce serait un honneur si elle devenait sa colistière, mais Uncle Joe fait durer le suspense. On l'a compris, la liste des prérequis pour devenir le vice-président de Joe Biden est longue, mais au fond, quelles sont ses fonctions ? Sur le papier, le vice-président préside le Sénat. Quand 50 sénateurs votent pour un texte et 50 sénateurs contre, sa voix départage le match nul. Il remplace aussi le président quand ce dernier ne peut plus exercer le pouvoir. Comme après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 1963, c'est Lyndon Johnson, son vice-président, qui avait alors prêté serment dans l'avion présidentiel sur le tarmac de l'aéroport de Dallas. Mais pendant très très longtemps, la fonction de vice-président rimait avec ennui. Joel Goldstein est professeur de droit à l'université de St. Louis dans le Missouri et spécialiste des vice-présidents américains. Quand le grand Daniel Webster en 1848 a une chance de devenir le colistier de Zachary Taylor, il refuse en disant, je cite, « Je ne veux pas être enterré avant d'être mort ». Au début du XXe siècle, Thomas Marshall, qui avait été le vice-président de Woodrow Wilson, prend sa retraite en 1921. Retraité, il dit « Je ne veux plus travailler, mais ça ne m'embêterait pas d'être à nouveau vice-président ». Donc c'était un poste où il ne se passait vraiment rien. La fonction a pris de l'importance avec la vice-présidence Nixon en 1953 et a basculé dans la branche exécutive du pouvoir. Nixon était le premier vice-président qui n'a pas passé la majorité de son temps à présider le Sénat, et les vice-présidents ont ainsi commencé à voyager à l'étranger, à avoir un rôle en interne et une activité politique pour les présidents. Mais dans l'ensemble, ils ne faisaient pas partie de leur cercle restreint. Tout a changé avec l'élection en 1976 du couple démocrate Jimmy Carter-Walter Mondale. Avec le président Jimmy Carter et le vice-président Mondale, le vice-président est entré dans le cercle restreint du président.
le vice-président et son équipe ont été intégrés aux opérations de la Maison-Blanche. Et le vice-président est vraiment devenu un conseiller présidentiel de premier plan et a mené des missions de la plus haute importance. Comme la vice-présidence Mandel a joué un rôle dans l'administration du président Carter, leurs successeurs ont estimé qu'il s'agissait d'un bon modèle qui pouvait marcher. Et donc la plupart d'entre eux ont répété le modèle créé par Carter et Mandel en 1977. Joel Goldstein rappelle une situation où l'influence du vice-président a été déterminante. Le 11 septembre, le président Bush était au Texas. Le conseil qu'on lui a donné était de ne pas revenir à Washington. La situation n'était pas claire et ça aurait pu être trop dangereux. Le vice-président Cheney était dans l'aile ouest de la Maison-Blanche. Il a été emmené dans la Situation Room et en réalité, il était aux manettes. Il communiquait avec le président, il communiquait avec les autres responsables du gouvernement américain, il prenait les décisions pour mener les actions appropriées. En tout cas, si Joe Biden est élu président, sa colistière entrera dans l'histoire comme étant la première femme à devenir vice-présidente des États-Unis. C'est la fin de cet épisode de 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Si vous aimez ce programme, eh bien, parlez de nous autour de vous. Un grand merci à Laura Hakoun, Salima Belhadj et Lucie Aubourg qui m'ont aidé à préparer cet épisode. Si vous avez des idées de sujets, des commentaires, écrivez-nous sur Twitter à @AntoineBV ou par mail à antoine.boyer@afp.com. Je vous dis rendez-vous vendredi prochain, américanement vôtre.